Bonjour, je suis Christophe Brachet, photographe de plateau de cinéma. Je vais vous expliquer comment je travaille, avec quel boîtier, l'Alpha One, le 7 Mark IV, quelle optique, 85-135 mm. Bienvenue dans cette masterclass. Moi, je suis vraiment là pour vous parler de comment je travaille avec les appareils photo Sony. Je ne suis pas du tout un commercial Sony. Je suis effectivement ambassadeur, mais je suis là d'une manière vraiment de photographe et de vidéaste, comment je l'utilise sur le terrain et je vais vraiment vous faire un retour d'expérience sur mon utilisation. Mon utilisation, elle est assez particulière puisque je suis photographe de plateau de cinéma. Donc, c'est les images que je vous ai mis un petit peu qui défilent là. C'est un métier, je ne sais pas si vous connaissez ce métier, c'est un métier qui est assez peu connu. C'est-à-dire que je fais les photos sur les films. Les photos que vous allez voir ensuite pour la promotion du film. Donc je travaille exclusivement dans le cinéma, un tout petit peu pour la télé. J'ai fait la série 10% à la télé, je ne sais pas si vous avez vu cette série. Mais je suis essentiellement spécialisé dans le cinéma. Donc je vais vous parler de cette particularité de mon métier. Si vous avez d'ailleurs des questions sur ce métier, n'hésitez pas, c'est un métier que peu de gens connaissent. Mais surtout, je vais vous parler de comment est-ce que j'utilise le matériel sur ces plateaux de cinéma avec l'exigence des plateaux de cinéma, forcément. Tout d'abord, toutes les photos que vous voyez là, qui sont faites là, alors la plupart du temps, sont faites en JPEG. Alors j'ai une façon de travailler qui est aussi un petit peu particulière. Je travaille beaucoup en JPEG, je travaille quasiment pas en RAW, sauf pour des demandes spéciales quand je vais avoir une affiche de cinéma à faire. Et la plupart des photos que vous voyez là sont des JPEG bruts, non retouchés. Donc je travaille souvent avec le noir et blanc du boîtier en direct. Alors je viens de l'argentique. Moi, dans ma pratique, avant d'être photographe, j'étais prof de surf et prof de plongée en Martinique. Donc rien à voir avec la photographie, mais je pratiquais la photographie sous-marine. Et j'ai commencé, donc j'ai 45 ans, j'ai commencé à 20 ans, donc il y a 25 ans. Donc bien évidemment, j'ai commencé en argentique et j'ai commencé avec des pellicules noir et blanc. Et j'avais envie, en travaillant de cette matière-là, d'avoir un noir et blanc que je voyais en direct. C'est-à-dire qu'avec les hybrides, ce que nous a amené les hybrides quand ils sont arrivés sur le marché, et Sony a été effectivement un des premiers à sortir ces boîtiers-là, si on revient un petit peu dans le temps, avec les Alpha 7, ça a été extrêmement novateur. Ils avaient déjà commencé avec des miroirs semi-transparents avec les Alpha 99, mais quand ils sont arrivés avec ces hybrides avec l'Alpha 7, c'était totalement nouveau. Donc, je ne sais pas si pour certains vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 8 ans à peu près, mais au début, quand c'est arrivé sur le marché, la plupart des photographes, et peut-être même vous-même, on disait le réflexe, c'est la photographie, et les hybrides, ce n'est pas de la photographie. On voit où on en est maintenant aujourd'hui, où je pense que le marché a été complètement bouleversé, et que maintenant, l'avenir, ce sont les hybrides. Je pense que les réflexes seront toujours là, mais comme l'argentique, pour vraiment un public un petit peu souche. Pourquoi est-ce que je pense que les hybrides sont hyper intéressants? Et je vais en revenir à mon métier. Je pense que le photographe d'aujourd'hui, il travaille comme le chef opérateur sur un plateau de cinéma. C'est-à-dire que le chef opérateur, depuis bien longtemps au cinéma, travaille avec un viseur électronique. Pourquoi? Parce qu'il veut voir la réalité de l'image qu'il est en train de composer. Et ça change tout en fait en photographie également. Vous êtes beaucoup plus productif. Alors qu'à l'époque du réflexe, et même quand les hybrides sont arrivés, la plupart des photographes avaient tendance à dire « moi je veux voir la réalité ». Mais honnêtement, moi dans le cinéma, ça fait bien longtemps que les chefs opérateurs se moquent de la réalité. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment la réalité de l'image qu'ils sont en train de faire. Et donc, quand vous amenez ça à la photographie, ça fait quoi? Ça fait un viseur dans lequel vous voyez votre noir et blanc, votre profondeur de champ et tous vos réglages en direct. Donc, même dans l'apprentissage pour des jeunes photographes, moi qui prends souvent des jeunes stagiaires en photo, ou même à l'époque d'ailleurs du Sony Store, on donnait des cours photo, je voyais les gens apprenaient beaucoup plus vite avec des hybrides qu'avec des réflexes. Pour cette raison essentielle, vous voyez en direct vos réglages. Et donc ça, moi dans mon métier, ça a tout changé. Là, alors il y a un peu tous les boîtiers que vous voyez là, c'est des photos qui sont faits. Il y a même eu un peu d'Alpha 99, il y a de l'Alpha 7 Mark I, première génération, jusqu'à l'Alpha One que j'utilise maintenant. Donc j'ai vraiment utilisé tous les types de boîtiers avec cette évolution technologique. Ce qui est assez probant dans cette technologie et qui a été énormément amélioré au fur et à mesure des années, c'est là où Sony a vraiment fait aussi un énorme effort, c'est sur les autofocus. Là où les hybrides étaient très critiqués au début, et à juste raison, parce que les autofocus n'étaient pas très efficaces, Sony a vraiment relevé un vrai défi de aussi bien la montée en sensibilité que les autofocus qui sont assez incroyables. Et on va le travailler dans cet atelier, puisque c'est un atelier de portrait où on va travailler sur l'AF sur l'œil. Sony, quand ils ont développé cette technologie, c'était absolument remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon cadrage, je ne m'intéresse qu'à mon cadrage, dans ma façon de travailler. Je suis en AF continu, ce qui, pareil, pour un vieux photographe, au début, l'AF continu, c'était jamais utilisé. On était en AF ponctuel, on faisait son point et on faisait son cadre. Moi, je ne travaille plus comme ça depuis 8 ans. C'est terminé. Donc, je travaille en AF continu, je fais confiance au boîtier. Je travaille la plupart du temps, comme vous pouvez voir sur les images, à pleine ouverture.
et je construis mon cadre. C'est aussi pour ça que je suis devenu beaucoup plus productif au fur et à mesure des années avec l'évolution technologique des boîtiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que sur un plateau de cinéma, donc ça, c'était des photos un petit peu backstage, mais pour vous montrer ce qui est vraiment le corps de mon métier, c'est vraiment la photo de plateau pure. Et donc, ça va vraiment être ce genre de photos-là. Alors là, je vous montre des photos d'OSS qui est sortie cet été, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc, sur le plateau de cinéma, il y a des fois certaines scènes ne vont être faites qu'une seule fois. Parce qu'on va changer d'axe, on va aller dans plein d'axes différents. Donc, moi, il faut que je sois très performant au moment de la prise de vue, très clairement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Bon, de temps en temps, je fais un peu poser les acteurs comme là, mais la plupart du temps, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment fait pendant que la caméra tourne. Donc, d'après vous, pendant que la caméra tourne, quelle va être la chose aussi la plus importante que je dois avoir dans mon boîtier? Le silence. Le silence, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est aussi arrivé avec la révolution des hybrides sur le marché. Alors au début, le mode silencieux n'était pas très efficace dans les hybrides, pour être assez honnête. On avait des déformations d'image. On avait du rolling shutter et du banding. Tout le monde sait ce que c'est. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc les déformations de l'image étaient dues au traitement de l'image. Ça a été énormément amélioré. Pour moi, le boîtier qui a été révolutionnaire, le vrai boîtier révolutionnaire dans cet aspect-là du silence, c'était l'Alpha 9 chez Sony. Je pense que c'est le premier boîtier hybride, toutes marques confondues, qui arrivait à gérer le rolling shutter. Il y avait encore un peu de banding, mais le rolling shutter était quasiment géré. Moi qui ai commencé avec les Alpha 7S Mark 1, on avait, donc, dès qu'il y avait du mouvement, j'étais obligé de revenir en mécanique. Et là, encore une fois, et quand les marques sont arrivées après derrière, c'est des choses qu'ils ont tous améliorées. Donc vous pouvez travailler maintenant en silence sans avoir de rolling shutter et de banding sur les boîtiers. Et le meilleur boîtier actuellement, c'est l'Alpha One, que j'utilise donc sur les plateaux. Ça, c'est Président. C'est un film qui est sorti aussi cette année. Je ne sais pas si tu l'avais vu avec Jean Dujardin. Assez drôle. Et donc, pareil, toutes ces photos-là sont importantes de les faire en silence et par rapport au banding aussi, qui peut être des fois dérangeant en fonction des lumières qui vont être utilisées. Et c'était un des inconvénients des appareils photo hybrides sur le marché actuellement, c'était qu'en fonction des lumières que vous aviez, et notamment ce genre de lumière au niveau des plafonds, vous pouviez avoir ce genre de bande qui devait arriver. Donc ça, en fonction de comment vous devez photographier et de ce que vous faites, mais moi, mon métier, il peut s'exposer à plein d'autres métiers de la photographie. Vous pouvez être photographe de mariage, vous pouvez voyager, vous pouvez enfin être discret. Je pense que le silence devrait être quelque chose d'obligatoire pour plein de métiers de la photographie. Vous allez à Bali, vous voyez une cérémonie religieuse, c'est pas normal qu'un photographe fasse du bruit. Vous faites un mariage, moi je trouve que c'est pas normal qu'un photographe dans une église fasse du bruit. Donc, moi ce que j'ai vécu sur les plateaux de cinéma, on devrait effectivement le mettre à beaucoup de métiers de la photographie et je pense que l'hybride va changer cette donne aujourd'hui. Après, si vous n'avez jamais photographié en silence, on va le faire dans l'atelier pratique, c'est très perturbant au début. C'est-à-dire que vous allez vous dire, est-ce que j'ai vraiment fait une image? Mais après, c'est quelque chose que vous allez avoir très naturellement et votre cerveau va vite comprendre qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton, la photo a été faite. Donc voilà. Donc toutes ces photos que vous voyez là, à chaque fois, elles ont été faites, la plupart du temps, quasiment tout le temps, en autofocus continu avec la F sur l'œil. Donc, ça veut dire que mon boîtier, à chaque fois, il capte l'œil des acteurs et je sais que je suis parfaitement net. Là, par exemple, je suis au 85 1.8 à pleine ouverture, donc je vais revenir après sur les optiques que j'utilise. Donc je sais que je peux faire mon cadre sans aucun souci, je sais que je suis totalement net sur l'œil de l'actrice. Donc ça, c'est vraiment un confort au niveau de l'utilisation et c'est un confort dans votre travail de photographe. Là où on ne prenait pas trop de risques avant, ce serait mis à 2.8, 3.5, 5.6. Moi, je suis tout le temps à pleine ouverture et en plus avec des focales 85 et 135 mm que j'utilise énormément dans mon travail. Donc à ces focales-là, vous n'avez pas trop droit à l'erreur. Si le focus il est sur le nez, c'est foutu. D'accord ? Donc ces fameux stress qu'on avait d'ailleurs avant avec les réflexes, où on se disait quand on travaillait à pleine ouverture, si on voyait que notre modèle, notre acteur avait un peu bougé, hop, on était obligé de refaire le point, on était obligé de refaire un cadre. Cette façon-là de travailler est complètement, enfin pour moi en tout cas, depuis maintenant 8 ans, c'est totalement terminé. Donc voilà vraiment le confort que vous avez en tout cas sur ces boîtiers-là, et même sur le fameux boîtier dont on vous parlera tout à l'heure, le 7 Mark IV, qui est un boîtier d'entrée de gamme, mais qui a effectivement une technologie d'autofocus qui est quasiment aussi performante que l'Alpha One, si je ne me trompe. C'est ça. Globalement, c'est ça. Ça le rejoint. Ça le rejoint. Donc l'Alpha One qui est quand même le très haut de gamme qui vient concurrencer les EOS de chez Canon, le D5 de chez Nikon par exemple. Donc ce sont des boîtiers à 7 000 €, mais des boîtiers avec une technologie dedans qui est assez impressionnante. Donc c'est là où Sony est assez fort, ils arrivent à mettre des technologies même sur de l'entrée de gamme avec des choses qui sont quand même très intéressantes et notamment, ce pourquoi on est un peu là aujourd'hui, faire des images en portrait en totale sûreté sur mon point avec la F sur l'œil.
Est-ce que déjà vous avez des questions sur ces photos-là? Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus technique? Globalement, les focales que j'utilise pour tous ces portraits-là, c'est que de la focale fixe. Moi, dans mon sac photo que j'ai amené là, je n'ai aucun téléobjectif. Donc, je ne travaille pas avec un 24-70, avec un 70-200, je travaille au 24. Donc, dans mon sac, j'ai un 24, un 35, un 50, un 85 et un 135. Et c'est tout. Et je change d'optique à chaque fois. C'est très rapide. Beaucoup de gens me disent « Oui, mais est-ce que tu n'es pas… » Oui, effectivement, il faut que je change d'optique. Déjà, au cinéma, on a quand même du temps, puisque la caméra travaille aussi en focale fixe, donc on a le temps de changer les optiques. Et même dans des photos un peu plus reportage que j'ai pu faire, c'est assez rapide. C'est un coup de main à prendre et une fois que vous l'avez, honnêtement, c'est assez simple. Pardon. Oui. Il y a un souci aussi avec les Sony. En fait, moi, je trouve, dès qu'on change les objectifs, il y a des saloperies qui rentrent. Alors, effectivement. Alors moi, ça fait 8 ans que je les ai. Le petit truc magique que je vais vous montrer, je vais vous donner ma petite astuce. On avait le même problème à l'époque avec un réflexe, sauf qu'on avait un miroir qui protégeait. Ouais. Mais les particules rentraient dans tous les cas. Ça, c'est quand vous êtes avec des appareils photo interchangeables, c'est une obligation. Moi, le petit truc que j'ai… Canon, en fait, ça ferme… Alors, il y a des obturateurs sur certains modèles où vous pouvez effectivement fermer l'obturateur. Mais ce n'est pas non plus miracle, parce que si vous l'avez ouvert, qu'il y a des poussières sur l'obturateur, l'obturateur s'ouvre, mais disons que ça limite… Ça descend. En fait, le petit truc, parce que nous, au cinéma, on est dans la même configuration. Une caméra cinéma, vous avez le capteur qui est direct, et on change les optiques. Les assistants caméra, qu'est-ce qu'ils font? À chaque changement d'optique, c'est poum. Donc moi, en fait, pour vous montrer comment je travaille sur un plateau, et une optique, c'est pour ça qu'elle est changée très vite. Je mets mon sac, alors il faut que je sois par terre ou à genoux. Je prends l'optique, je la mets comme ceci, j'ouvre l'autre, je mets ça là, je donne un petit coup tout le temps là, là, et je referme. Et grâce à ça, depuis 8 ans, j'ai quasiment aucun souci par rapport à mon capteur. Mais je le fais à chaque fois. Donc ça, après, le seul inconvénient, c'est si vous êtes dans le désert avec du sable et machin, il faut se protéger, ça c'est une évidence. Mais moi qui le pratique depuis maintenant 8 ans, j'ai aucun souci, mais il faut avoir cette soufflette, comme la caméra au cinéma. En fait, la caméra au cinéma, même en extérieur, à chaque changement d'optique, il faut donner un petit coup de soufflette. Parce que forcément… Il y a une soufflette que j'ai achetée avec un filtre à l'arrière. C'est pas mal. Ah ben voilà, on a d'autres solutions en plus. Sur Internet. Je me permets oui, bien sûr, bien sûr. En fait, on a l'Alpha 7 IV avec nous. On sait que c'est une problématique d'avoir des poussières sur un hybride qui rentre sur le capteur. Et c'est pour ça qu'on a répondu à cette demande, en fait, justement, sur les futurs boîtiers, ce sera le cas. Celui-là en fait partie. L'Alpha One aussi le fait, ouais, l'obturateur descend. Ouais. Donc vous n'aurez pas forcément… Alors la soufflette est toujours la bienvenue, mais là, pour le coup, vous serez vraiment protégé. Mais ça, c'est pas parce que ça, ce qu'il faut voir avec ça, c'est génial. Ils le font aussi sur le 7S3, je crois, et l'Alpha One. Mais quand vous avez un obturateur qui effectivement se met, le 7S3, il ne le fait pas? Vous n'avez pas ce mode-là sur le 7S3? Bon. En tout cas, je sais que le 9 Mark II le fait, c'est sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai de temps en temps utilisé, mais il faut faire quand même attention parce que si vous avez quand même des poussières qui rentrent, quand l'obturateur va se réouvrir, ça peut retomber. Donc d'ailleurs, des fois, c'est bien de se mettre comme ça pour pas que la pesanteur fasse son effet et aille sur le capteur. En tout cas, une chose est sûre, avec les hybrides, on a la même problématique qu'avec les caméras de cinéma. Donc oui, c'est effectivement un inconvénient qu'on avait, faut pas se mentir, à l'époque des réflexes, on l'avait aussi. C'est juste que ça rentrait sous le miroir, donc pour nettoyer, il fallait enlever le miroir. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut être vigilant. Et vous avez des petites astuces, en tout cas, avec ces petites poires, c'est tout simple. Et il y avait une question, monsieur. Moi, je fais à peu près comme vous. Oui. Je fais deux choses de plus. Oui. C'est surtout si on est en pleine nature et à l'époque où il y a du pollen. Oui. Je donne un coup à l'extérieur avant. Oui. Et très bonne idée. Quand je démonte l'optique, je m'arrange toujours pour que le trou soit vers le bas. Et vraiment, j'ai plus de problème depuis que je très bonne idée. Ces précautions. Très bonne idée. En tout cas, c'est vrai que le pollen, c'est un vrai souci. Hein. Pour des photographes animaliers, quand vous êtes dehors, en tout cas, ça peut être ces moments-là où il faut être un peu plus vigilant. Astuce quand une saloperie tombe dans le… Alors, en général, je la vois et puis de temps en temps, vraiment, je regarde avec, vous avez pour les nettoyages de capteurs, maintenant, vous avez des petits kits qui sont vendus avec une loupe et je regarde si vraiment c'est sale. Après, j'achète ces fameux kits où vous passez un bâtonnet. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Donc, mais vu que je suis assez vigilant, globalement, je m'en sors bien. Après, faisons attention avec le bâtonnet. J'ai déjà eu des cas, un jour, j'ai un assistant cam qui a voulu me nettoyer mon capteur. Il a plus fait de mal qu'autre chose parce qu'il avait un bâtonnet qui était sale. Donc, il m'a étalé la merde, comme on dit. Donc, voilà. Donc, c'était moins bien, en fait. Je trouvais qu'après, je regardais mes images, il y a un souci sur mes images. Et après, je regardais le capteur, je fais bon, c'était pas terrible. Donc, voilà. Dans mon métier également, donc en plus des photos de plateau, je fais également des affiches de cinéma.
Donc pour les affiches de cinéma, souvent j'utilise, ça peut m'arriver pour ces affiches-là d'utiliser un boîtier avec un peu plus de résolution. Par exemple, celle-ci, j'ai utilisé le 7R4 pour ce film de Guillaume Canet qui est à l'affiche en ce moment. Les affiches d'OSS, pareil, ont été faites au 7R4. L'idée, c'était d'avoir un 60 millions de pixels pour avoir plus de latitude derrière, pour donner à la boîte qui va après gérer ça, qui va faire des affiches que je trouve souvent assez moches avec du détourage et voilà. Mais ça, c'est un autre débat, mais je trouve que nos affiches de cinéma sont extrêmement mauvaises. Mais c'est la mode actuellement. Vous voyez, c'est une comédie, on va mettre un fond bleu, ou un fond blanc, ou un fond jaune. J'en ai fait une qui est très moche. Enfin, moi, j'ai livré l'image, mais après, c'est une boîte qui gère ça. C'est celle-ci, par exemple. Celle-ci, elle est vraiment... Voilà. Et à la base, cette image, elle a été faite à l'île Saint-Louis, sur un banc, le banc que vous avez au bout de l'île Saint-Louis. J'avais mis les 2 actrices sur le banc. Il y a les arbres, c'est bucolique, il y a la Seine, il y a la profondeur de champ avec la Seine. Ils ont tout détouré pour mettre un fond jaune. Et le titre en énorme, qui déjà à la base, je leur avais dit, pour moi, le titre vend le film. Vous imaginez bien ce qui va se passer dans ce film. Donc pour moi, voilà, c'est assez bourrin, mais voilà. Mon métier, on lutte contre ça, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, toutes ces affiches-là, pareil, ça c'est fait avec le 7S Mark I de première génération, et j'utilisais déjà la F sur l'œil à l'époque, au 85 mm. Donc voilà. Après, ce qui a été révolutionnaire sur ces boîtiers-là, c'est également parce qu'on parle un tout petit peu de vidéo. J'ai pas le son, mais c'est pas très grave. J'ai réalisé une vidéo avec le 7 Mark III, qui déjà avait cette reconnaissance du visage, mais il n'avait pas la reconnaissance de l'œil qu'a maintenant le 7 Mark IV. Mais déjà, c'est pour vous montrer ce film que j'ai tourné avec un seul boîtier et deux optiques. J'étais soit au 24, 1.4 pleine ouverture, soit au 55, 1.8 pleine ouverture. Et ce film a été tourné en autofocus continu. Ce qui, normalement, en vidéo, la plupart des vidéastes vous diraient « Ouh là là, il faut que jamais tourner en... » Mais moi, je tourne en autofocus continu depuis plusieurs années. Et ce film-là, en plus, a été réalisé sous l'eau. Vous imaginez bien les contraintes qu'il peut y avoir sous l'eau pour réaliser. Et à chaque fois, on a laissé faire l'autofocus. Comme sur le 7 Mark IV, qui est encore plus performant, il voit tout de suite le visage. Et donc, si vous réglez bien votre autofocus et notamment les transitions de points, d'une manière lente, même s'il perd le point, de toute façon, c'est comme s'il y avait un pointeur qui avait perdu le point, et dès qu'il va revoir le visage ou l'œil, il va revenir sur l'œil et le visage. Donc ça aussi, ça fait partie des vraies performances de ces boîtiers-là, d'avoir un autofocus qui, même en vidéo, on a l'impression qu'il y aurait un pointeur qui était là, comme si on était au cinéma. En fait, c'est quel autofocus que vous mettez dans ces cas-là? AFC, AF continu. D'accord. Ouais. AFC, zone large. Zone large, c'est ça. Et là, on a travaillé en zone large. Alors que sur les plateaux, en général, vu que j'ai accès au joystick, en général, de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser un peu le joystick pour lui dire, parce que quand j'ai 3 ou 4 personnages, je veux qu'ils disent priorise ce personnage-là. Même s'il y a dans les boîtiers Sony depuis très longtemps des priorités au visage. Vous pouvez enregistrer des visages et dire je veux celui-ci en 1, celui-ci en 2, celui-ci en 3. Mais des fois pour rassurer. Là, j'avais qu'un seul acteur, donc ça allait. Mais vous voyez, par exemple, sur ce plan-là, ce qui est dingue, c'est que le focus a pris les bulles. Alors que moi, je voulais l'acteur, mais c'est pas grave, c'est montable. Et du coup, après, le focus est repassé sur le visage. Donc, c'était aussi ça qu'on voulait, c'était s'amuser avec un boîtier et voir ce que ça donnait en autofocus continu. Ça a vraiment été un film qui a été hyper expérimental. Et on a réussi à sortir un 6 minutes, un court-métrage qui a été en festival, qui a été produit par Guillaume Canet. Quand il a vu les rushs, il a dit « je veux le produire et je veux défendre ce film ». Donc voilà, donc tout ça pour dire, les autofocus maintenant sont vraiment très efficaces et vous pouvez y aller en autofocus continu. N'ayez surtout pas peur de travailler votre façon de travailler. Et les modes manuels, pour revenir sur l'hybride, mais toutes marques d'ailleurs confondues, les hybrides nous amènent ça, n'ayez pas peur de travailler en full manuel. D'accord ? Ne laissez pas le boîtier décider pour vous. En full manuel, ça va extrêmement vite et on va le voir après avec la mannequin de toute façon. Vous allez voir, je vais vous montrer deux, trois choses un petit peu comment je travaille, c'est extrêmement rapide et c'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, le focus est venu sur les pieds, il n'arrivait pas à voir le visage, il a pris ce qui était au premier plan, il a pris les pieds. Très bien, c'est ce que je voulais. Donc voilà. Un film que vous pourrez voir sur Internet, vous irez, si vous avez Instagram, vous irez voir sur mon Instagram, il y a les liens pour le voir après, ou même sur mon site Internet. Alors ça, c'était avec l'Alpha 7 Mark III, ça a été réalisé il y a 2 ans. Donc aussi, ce qui était intéressant de dire, c'était avec un boîtier en entrée de gamme, on peut faire un film. Sachant que je suis parti avec ma franchise bagage en Martinique, on a tourné en Martinique, donc j'avais un Alpha 7 Mark III et 2 optiques et un caisson. Un caisson Ecolite, en plus un caisson entrée de gamme dans les caissons de plongée, c'est une bonne marque, mais c'est pas... par exemple, je trouve que sur ce caisson, il manquait de l'accès au joystick. Pour moi, l'accès au joystick, et quand le joystick est apparu sur ces appareils photo Sony, ça a été une vraie révolution.
Et ça a été copié à d'autres marques qui le faisaient déjà. Nikon le faisait déjà très très bien. Et c'est vraiment bien d'avoir vraiment ce joystick, vous pouvez vraiment l'utiliser d'une manière assez fluide. Et quelle aurait été la différence à votre avis avec un 7S2 ou S3? C'est vraiment l'autofocus. Le 7S2, l'autofocus du 7S2, c'était vraiment les anciens autofocus, vraiment à la ramasse. Il fallait être dans l'anticipation. Les Mark 1 et Mark 2 de chez Sony, globalement, c'était des bons boîtiers, mais avec des autofocus de première génération. Il y avait, je crois que c'était 300 points de focus, alors qu'après on est passé à 800 points ou un truc comme ça. Enfin, c'est passé du simple au double, quoi. Avec tout le capteur qui est pris en charge sur l'appareil photo. Enfin, c'est vraiment comme à l'époque des réflexes. À l'époque des réflexes, vous aviez juste une zone qui était comme ça sur votre capteur plein format. Hein. Il ne fallait pas rêver. Hein. Donc c'est ça qui a été vraiment pour moi prodigieux, c'est quand on est passé à partir du Mark 3, c'était un focus qui était beaucoup plus efficace. Et là, C'est pareil pour le S3. ah oui, pareil pour le S3. Vous mettez un S3 et un S2, le S2, vous travaillez en manuel focus, clairement. Et le S3? Et le S3, autofocus continu, sans aucun souci. Vraiment, vous allez voir, après on pourra toujours le tester avec la modèle, vous allez voir le point à quelle vitesse il va sur l'œil, le capte direct, c'est vraiment dingue. Moi j'ai même fait des making-of vidéo que à ça, que à l'autofocus continu, quoi. En parlant du S3, Oui. la sensibilité native, travailler avec, ça marche en photo ou ça marche sur les deux? Alors il y a le fameux, alors c'est pas un vrai dual ISO, hein, 12 000, voilà, et 12008. Ouais. J'ai pu le tester, c'est vrai que c'est assez bluffant, honnêtement, parce que j'ai fait beaucoup de photos de nuit et du coup je suis allé chercher des choses à 12 800 et c'était propre. Donc il faut le savoir. Des fois, au lieu d'être à 8000 ISO, il vaut mieux passer à 12008. Ça marche en photo et en vidéo? Et moi je l'ai testé en vidéo. Je sais pas en photo si ça marche. En photo, j'ai pas eu l'occasion de le tester en photo. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion. En fait, en natif, j'ai pas testé encore Ouais. pour le coup. Ouais. Faudrait que je regarde. On posera peut-être la question. J'en ai fait, mais j'ai pas comparé. Ouais. En tout cas, c'est assez bluffant en vidéo. En vidéo, très clairement, c'est assez dingue. Hein. Vous êtes à 12 800 ISO, vous avez l'impression que vous êtes... Dans les deux cas, il n'y a pas de bruit. Oui, voilà. Moi, là, alors, d'ailleurs, ça m'amène à dire, ce boîtier-là, il est intéressant. Moi qui travaille à l'Alpha One, c'est un boîtier extraordinaire, sauf en montée en sensibilité. Mais ça, la plupart des constructeurs qui veulent avoir la plus grosse avec c'est moi qui ai le plus de millions de pixels, c'est bien, mais sauf que ça vous limite dans votre travail en montée en sensibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que même si Sony dit oui, il est très bon en montée en sensibilité, oui, il est bon. Pour un 50 millions de pixels, il est bon. Mais de toute façon, c'est juste physique, on ne peut pas le comparer à un 12 millions de pixels. C'est une évidence que les photosites sont beaucoup plus sensibles sur un 7S. Et moi, là, je viens de faire un film vraiment dans le noir, enfin avec très peu de lumière, ben, j'ai ressorti mon 7S3. Parce que... Beaucoup l'utiliser, hein. Ah oui, non, mais c'est un boîtier qui est... Et puis 12 millions de pixels, pour être honnête avec vous... Et je viens il n'y a pas longtemps, le S3. Ouais. Moi, je fais des albums qui sont quand même assez grands, Ouais. quand même 80 cm. Bah, c'est largement suffisant, 12 millions de pixels. Ça passe. Mais en fait, si vous vous remémorez 10 ans en arrière, on travaillait avec quoi comme boîtier? On n'avait pas 50 millions de pixels et on arrivait à travailler. Hein. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi les constructeurs actuellement, ils sont dans une course, et c'est normal, c'est un produit marketing. C'est-à-dire que qui a le plus de millions de pixels, qui machin, donc c'est une vraie prouesse technologique d'arriver à faire des boîtiers à 60 millions de pixels qui arrivent à encaisser des rafales à 10 images secondes. C'est vrai que c'est une prouesse technologique, mais est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Moi souvent je dis aux gens, qu'est-ce que vous faites en photographie? De quoi avez-vous besoin? Des fois vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Donc dites-vous, moi j'ai fait l'affiche que vous avez vue avec Louise Bourgoin de Je suis un soldat, c'était à l'époque avec le 7S1, 12 millions de pixels. On a fait à Châtelet-Léal, l'image a été développée en 6 mètres par 8 mètres. Le numérique, il faisait ça. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, mais on a eu ça, mais même en réflexe. C'était 12 millions. C'était du 10. Oui. Même pas, je crois. Pourquoi on a besoin de beaucoup de pixels? Parce que quand on fait de la vidéo et qu'on regarde un film, Oui. si on veut le regarder en ce que j'appelle en immersion, c'est-à-dire où l'écran couvre à peu près 90 degrés de votre champ visuel, que le champ où on est performant, et bien, compte tenu de la résolution de nos yeux, il faut 8K. Ouais. À 8K de résolution sur 90 degrés. Bon, donc Après qui a un écran 8K aujourd'hui chez lui? Comment? Qui a un écran 8K chez lui aujourd'hui? Non, mais... Mais voilà, c'est en ça où ça sert à rien en fait. On y va, mais pour l'instant on n'y est pas. Même au cinéma, vous n'avez pas ça. Il y a quelques années, tout le monde avait un écran 2K, et de plus en plus, les gens ont des
des écrans 4K. Oui, oui, non, bien sûr. Et bon, ça va venir tout doucement. Non, mais ça va venir. Mais vous savez, on peut faire de très bons films. Là, le film que vous avez vu, il a été tourné en HD. Hein. Et puis, Je ne l'ai même pas tourné en 4K. oui, mais on est loin avec un champ étroit. Mm. Si vous voulez. Ouais, vous pouvez le voir au cinéma, sur un écran de cinéma, ça fonctionne très bien. Du 8K, alors c'est vrai que le rapport C'est le de crop. bruit est moins bon, Mhm. mais n'empêche que vous pouvez retailler dans l'image. C'est le crop, et oui, garder une Alors, bonne résolution. c'est pour ça que j'allais en venir par rapport aux photographes animaliers. C'est sûr que 50 millions de pixels, c'est intéressant pour des gens qui veulent cropper. Moi, je croppe quasiment jamais dans mes photos, donc 12 millions de pixels, c'est largement suffisant. Mais pour des gens qui veulent cropper, effectivement, ça nous a amené ça. Mais c'est pour ça que j'en reviens toujours à une chose essentielle. Qu'est-ce que vous avez besoin? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec votre boîtier? Si vous voulez faire de l'animalier, bien évidemment, il vous faut des millions de pixels parce que... Est-ce que quelqu'un a une alarme? Ah non, ok. Le nombre de pixels, pour moi, c'est un faux problème. Parce que l'œil, à un certain moment, il ne peut pas voir la différence. Moi, j'étalonne sur un écran 4K. Si je mets un HD et que je recule à 2,50 m, lequel et le 4K, on ne voit pas. L'œil ne peut pas le voir. Mais c'est pour ça, c'est comment vous allez le regarder. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la 6K. Parce que la 6K, on peut extraire la photo du film. Moi, je le fais en 4K. Alors moi, je lutte contre ça parce que je suis photographe plateau et mon métier est en train de disparaître parce que les gens font ça. Donc moi, je dis non. Non. Alors en plus, moi, alors ça, c'est un débat hyper intéressant, c'est que mon métier est en train de disparaître effectivement au profit des photogrammes. Et je pense que ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on fait un film, un metteur en scène, il réfléchit en 24 images secondes avec une image qui va bouger, avec une caméra qui va bouger. Et sauf que le travail du photographe, c'est de travailler en image arrêtée. Donc pour moi, si on veut défendre une certaine culture et si on veut aussi défendre une certaine exigence, il faut encore des photographes, par exemple, sur les plateaux de cinéma, parce que la mode actuellement, c'est ça. Hein. C'est les gens, ils prennent plus de photographes, ils vont prendre un vidéaste, ils tournent en 6K et on fait des photogrammes. Moi, oui, oui. Si je loupe la photo parce que... Sauf que ce que vous aurez en vidéo, ça sera forcément sur des choses très arrêtées, puisque si vous tournez un shutter au centième, et c'est là où encore le photographe revient sur le devant de la scène et dit, moi par exemple sur OSS, il y avait des scènes d'action, il ne pouvait pas prendre des photogrammes sur des scènes d'action, par exemple. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut voir. Mais en tout cas, on est dans des évolutions aussi, hein, on est dans des évolutions de métier, et c'est important d'en prendre conscience. Ça, c'est super important. Est-ce que vous avez des questions encore? Pardon, oui. Oui. En fait, il y a beaucoup de questions qui existent. Il y a les questions chinois qui sont arrivées depuis pas très longtemps, qui sont très peu chères et qui vont aller sur une immersion en piscine, sur pas trop profond. Dès qu'on veut faire un peu de plongée sous-marine et qu'on veut aller profond, là, le film que je vous ai montré, le dernier plan que vous avez vu, c'était à 40 mètres. Il faut quand même un caisson qui tienne un peu la route. Les caissons Ecolite en entrée de gamme sont bons. Moi, j'ai fait le film avec le caisson Ecolite, c'était pas mal. Après, plus on veut être exigeant, il faudra monter en gamme. Pour moi, les Nauticam sont très bien, les Sicam sont très bien aussi, mais là, on parle de caissons qui sont à 3 500, 4 000 €. C'est cher, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un public niche, donc ils n'en vendent pas beaucoup, et que c'est très performant hein, ce qu'ils font, les ingénieurs qui travaillent sur ça. Moi, actuellement, je suis en train de voir avec Sicam pour ressortir un caisson pour les Sony, pour avoir le joystick. Actuellement, il y a très peu de fabricants de caissons sous-marins qui travaillent avec le joystick accessible. Donc là, il y a Nauticam qui le fait, c'est le seul quasiment. Et Sicam, normalement, ils sont en train de travailler avec les ingénieurs pour avoir ça. Moi, je pense que le joystick, c'est quelque chose de très important dans la façon de travailler, en tout cas, en photographie et en vidéo. C'est quelque chose qu'il faut avoir accès, donc forcément en sous-marin, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Sinon, on laisse à un moment donné le boîtier faire pour soi. C'est bien, ça fonctionne, hein, je l'ai testé, donc je suis le premier à l'avoir testé. Mais des fois, c'est bien d'avoir quand même la main pour lui dire, attention, ne te perds pas au point, va chercher là, puisque ce qu'on peut aussi faire, c'est bouger son collimateur. Et avec ce fameux truc que j'aime bien d'avoir une transition qui est lente, il va faire le point sur monsieur et je vais lui dire d'aller chercher madame, il va y aller tout doucement. Donc vous bougez votre joystick, vous le mettez sur monsieur et vous l'amenez sur madame et le point va se faire avec une transition comme s'il y avait eu quelqu'un qui faisait le point. Donc ça encore, c'est des choses qui sont dans les évolutions des technologies qui vont dans le sens du vidéaste et dans le sens du photographe, clairement. Est-ce que ça va ? On va peut-être faire... Est-ce que Charlie peut venir ? Du coup, on va commencer à faire rentrer notre modèle. Pour pouvoir, je vais vous montrer un petit peu comment marche le boîtier avant que vous les ayez en main et comme ça après vous pourrez vraiment faire de la prise en main. Donc il y a Charlie qui va arriver. Est-ce que vous aviez encore des questions sur les photos de plateau peut-être? Pourquoi systématiquement vous bannissez le zoom? Je bannis quoi? Le zoom. Alors, ça c'est un vrai sujet que je trouve hyper intéressant. Moi je bannis le zoom dans mon métier parce que je trouve qu'il y a deux raisons à ça.
La première, c'est que je trouve que je n'ai pas les mêmes ouvertures que sur une focale fixe, premièrement. Un 24-70 de 8 avec mon 24-1.4, ça ne sera pas du tout le même rendu. Et je trouve que la focale fixe a un rendu qui est meilleur qu'un téléobjectif. Même si les téléobjectifs sont de très bonne qualité maintenant, moi si je compare dans ma marque les G-Master, le 24-70 c'est de très bon augure, mais quand je fais une photo au 24-1.4 et que je reprends mon téléobjectif au 24-2.8 en téléobjectif, j'ai pas du tout le même rendu. Donc c'est vraiment une exigence au travail, c'est avoir plus de diaph, et c'est avoir une qualité d'image qui souvent est un petit peu meilleure quand même avec une focale fixe qu'avec un téléobjectif. Alors ça, c'est le puriste qui voit ça. Oui, oui, non, bien sûr. Et moi, je suis hyper exigeant. Ah, par contre, même si on s'y connaît un petit peu, quand on passe de 2.8 à 1.4, au niveau du diaph, c'est énorme, sur un 24 mm. Donc sur un 50, moi, le 50 mm, j'utilise le 51.2. Quand vous avez votre 24-70 de 8, on compare votre photo 50 de 8 et à mon 51.2, vous allez voir, c'est quand même très différent. Oui. Mais, oui, monsieur ? Pourquoi vous voulez toujours travailler à pleine ouverture? On a la chance d'avoir des yeux, quand on regarde quand on regarde, où on voit net, je vois net le monsieur qui est juste devant moi, là, ici, et je vous vois net aussi. Pourquoi vous voulez travailler à 1.8 alors que quand vous êtes à 1.8, votre appareil photo n'est pas capable de... Eh bien, ce que vous avez dit est très intéressant. C'est-à-dire que moi, je veux... C'est marrant une fois de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser non plus. Alors, je vais répondre à ça et c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, justement, je veux que les personnes qui voient mes photos soient directement là où je veux qu'elles regardent. Donc, ça me sert à ça, moi, en fait, à travailler à pleine ouverture. C'est-à-dire qu'en travaillant à pleine ouverture, je guide le regard de la personne vers là où, pour moi, c'est le plus important. Et vu que je ne travaille qu'avec des acteurs, pour moi, le plus important, c'est véritablement de regarder vers l'émotion de l'acteur que je vais photographier. Là, on va photographier pareil en portrait. En portrait, on va travailler sur des émotions. Alors, vous allez voir, avec Charlie, on va essayer de travailler comme moi je travaille avec les acteurs, c'est-à-dire en total silence. Moi, par exemple, je ne travaille pas avec du bruit quand je photographie quelqu'un. Je ne veux pas qu'il soit guidé par des changements de pose à chaque changement de bruit. Les mannequins font très bien ça, c'est poum, poum, poum. Moi, je veux d'abord qu'on aille chercher une émotion et qu'on la donne. Mais ma pleine ouverture, elle sert à ça. Elle sert à guider le regard, elle sert à ce que les gens aillent directement là où je veux qu'ils regardent. Alors que quand vous travaillez effectivement avec plus de netteté, comme vous l'avez très bien dit, l'œil, il peut aller voir ceci, cela, cela. Moi, je veux que ce soit hyper efficace et je veux que de suite, on soit dans l'émotion. En termes de portrait, quand je fais du paysage, bien évidemment, je vais utiliser plus de diaph pour qu'on voit le paysage. Mais moi, finalement, dans ce que vous avez vu dans les images que je vous ai montrées, moi, les décors, je les utilise et je les floute énormément. Alors des fois, ça peut frustrer le décorateur, mais je veux justement l'utiliser et travailler mon flou pour que le regard aille directement vers l'émotion de l'acteur que je vais photographier. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un choix artistique, mais j'entends très bien ce que vous dites et je vais moi plus l'utiliser pour le paysage. Mais quand je photographie des gens, en tout cas clairement, des acteurs, des danseuses burlesques, je veux vraiment accentuer vraiment le regard de la personne vers ce que je veux qui est pour moi le plus important. Et c'est ce que me permet de faire des pleines ouvertures. Le 51.2 est incroyable pour ça. Par contre, il faut... Aussi, surtout, pardon, mais le fait que vous êtes photographe plateau, donc forcément ça ne bouge pas. Oui. Au focal fixe, c'est beaucoup plus simple. Si on utilise aujourd'hui effectivement plutôt des zooms... C'est la polyvalence. C'est parce qu'effectivement on est peut-être sur des choses où il se passe un truc, etc. On a Oui. besoin d'être un peu plus réactif. Voilà, moi je pense que le téléobjectif, ce qui est génial, c'est la polyvalence, c'est voilà... Moi après, de mon expérience de 25 ans, c'est que je trouve qu'en ayant beaucoup travaillé avec des téléobjectifs, ça fait un photographe des fois un peu feignant. C'est-à-dire qu'on est là, poum, poum, poum. Moi, en focal fixe, comme la caméra au cinéma, je cherche mon cadre. Poum, je suis là, je viens ici, non, je préfère être là. En fait, je suis un photographe qui va plus bouger, même si des photographes avec un téléobjectif, ils bougent, hein, je dis pas ça. Mais en tout cas, je trouve que le téléobjectif a une tendance, à la longue, à se dire, je me mets là, poum, bam, 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 bam. Donc, on n'est pas feignant. non mais j'ai pas dit ça, il faut... Si vous voulez filmer un écureuil, par exemple, ou autre chose, un animal, si vous gigotez comme ça, vous êtes tranquille, vous n'en aurez jamais. Mais c'est pour ça que j'ai bien dit en fonction de ce que vous faites. Voilà. Et l'animalier reste un domaine extrêmement particulier, même s'il y a des photographes animaliers qui sont au 600 mm. Et j'en connais quelques-uns. Laurent Baheux, par exemple, de chez Sony, qui fait des magnifiques photos. Je ne sais pas si vous connaissez son travail, mais allez voir son travail. Il fait d'ailleurs des photos que en noir et blanc. Alors lui, on pourrait lui dire, vous allez photographier les ours blancs, vous allez photographier les animaux en Afrique et vous ne faites jamais de couleur. Et pourtant, l'œil, il est fait pour voir en couleur.
Oui, j'ai la même problématique au cinéma parce que vous avez vu, je vous ai montré beaucoup de photos en noir et blanc. C'est un choix, encore une fois, artistique, mais en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que chaque photographe a sa façon de travailler. Et c'est intéressant d'écouter chacun comment est-ce qu'il travaille pour pouvoir prendre ce qu'on a envie. Moi, en tout cas, je suis un défenseur de la focale fixe parce que je trouve que le rendu d'une focale fixe, dans la pleine ouverture, va m'amener quelque chose que je n'aurais pas au 24-70 de 8, très clairement. Elle va me détacher les choses d'une manière, un 85-1.8, un 50-1.2, un 35-1.4. Non mais là c'est vrai en photo, mais en vidéo c'est pas vrai. En vidéo on a besoin parfois de en vidéo différentes, on a besoin aussi de bouger, etc. En vidéo, bien évidemment. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Mais même en vidéo, c'est une question de posture, mais, il faut bouger. Mais même en vidéo, vous savez quoi? Nous, notre cinéma, en plus, notre vidéo, il est pour moi, moi je trouve que notre cinéma, il ne travaille pas avec assez de diaph. On est en total sécu, hein, on est à 5-6, effectivement on voit tout nickel, comme vous dites très bien, pour que l'œil puisse voir. Moi j'aime les cinémas, vous regardez juste La fin du monde de Xavier Dolan, c'est que de la focale longue, que à pleine ouverture, le film est magnifique. Donc en fait, encore une fois, on est en train de parler de partie et de choix artistiques. Moi le film que je vous ai montré que j'avais fait sous l'eau, c'était à pleine ouverture. Et c'était un vrai choix artistique, de guider l'œil vers une bulle, vers l'émotion de l'acteur, vers toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et en tout cas, c'est ce que nous donnent ces boîtiers-là. Dans l'évolution technologique, en tout cas, elles nous donnent cette possibilité-là de travailler comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas, dans mon travail. En noir et blanc, est-ce que vous utilisez un profil ou un réglage particulier? Alors oui, ce que vous avez vu là, toutes les photos noir et blanc, donc comme je vous ai dit un peu au tout début, alors pareil, quand je dis ça, les gens, ils sautent en l'air, voilà, ils travaillent en JPEG. Je travaille quand même un peu en RAW, mais je défends l'idée qu'un bon photographe peut faire une bonne photo à la prise de vue. Donc les JPEG que vous avez vus, c'est quasiment que des JPEG non retouchés, que ce soit la couleur ou le noir et blanc. Et là, encore une fois, l'avantage de l'hybride, peu importe la marque, c'est que vous voyez dans votre viseur votre colorimétrie, votre balance des blancs, votre profondeur de champ, vous voyez tout en fait. Donc je construis ma couleur à la prise de vue. Et mon noir et blanc, je le construis aussi à la prise de vue. Vous avez vu, c'est un noir et blanc très particulier, il est très dark, des noirs très noirs, des blancs très blancs. Donc tout ça est construit à la prise de vue. Des fois même, je vais cramer les blancs, mais c'est... Alors, avant, chez Sony, si j'utilisais pour le noir et blanc, j'utilisais un super profil, si vous avez des appareils photo, le HCBW dans les effets de photo. Donc avant, chez Sony, vous avez les modes créatifs, classiques, portrait, neutre, etc. Et vous aviez des effets de photo. Beaucoup de photographes pros m'ont dit « Oui, ça c'est pour les geeks, les machins et tout. » Je dis « Mais moi, je suis nul en Photoshop, j'utilise ça, ça me va très bien. » Parce qu'il y avait des effets dedans qui plaisaient ou non, mais il y en avait certains qui étaient intéressants, dont ce fameux noir et blanc qui me rappelait mes années pellicule, avec ces pellicules-là, avec ces noirs très profonds. Donc vous avez des effets de photo, ça a disparu dans les dernières générations et notamment dans le 7 Mark IV, mais vous pouvez les retrouver, mon fameux noir et blanc, HCBW, je l'ai retrouvé et je vous donnerai mon petit tips. Je vous le donnerai. Je suis sympa. Donc nous allons accueillir Charlie, notre danseuse burlesque, juste ici. Bonjour Charlie, bonjour. Comment ça va ? Et donc je vais vous montrer un petit peu comment marche le boîtier pour ceux qui n'auraient pas des Sony, pour qu'après vous puissiez les prendre en main avec cette caméra qui, je vais essayer de ne pas trop bouger pour que vous n'ayez pas envie de vomir. Donc, comme je vous le disais juste avant, je travaille à pleine ouverture, donc 1-2 sur cette optique-là. Et l'avantage donc de ces boîtiers-là, comme n'importe quel finalement boîtier hybride, c'est de voir ce que je fais en direct. Le noir et blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure, le HCBW, vous pouvez le retrouver dans les nouveaux menus Sony. Dans les effets créatifs, vous allez chercher votre noir et blanc là, et vous avez vu, j'ai mis contraste plus 9, ton clair plus 9, ton foncé moins 9. Et là, vous retrouvez votre noir et blanc que vous aviez avant chez les appareils Sony, dont j'ai souvent parlé dans plein de conférences qui pour moi marchent très bien. Donc voilà en gros moi un noir et blanc que j'aime beaucoup. On va bien sûr pouvoir travailler en couleur, on a une superbe couleur sur Charlie, donc on va aussi pouvoir travailler sur les bleus. Pour ceux d'ailleurs qui avaient ces effets de photo avant chez Sony, il y avait notamment un mode noir et blanc où vous pouvez différencier des couleurs, notamment le bleu. Pour ceux qui avaient ces appareils photo là, Sony là, c'était assez intéressant. Donc voilà, ensuite comment je travaille, vous avez vu, dès que je mets mon boîtier sur Charlie, il voit son visage. Donc déjà il me dit je vois un visage ici. Si je passe ailleurs, tout de suite il va voir aussi les autres visages ailleurs. Vous avez vu, dès qu'il voit un visage, avant même que j'appuie pour faire le point, puisque là c'est encore flou, il voit les visages. Donc je reviens sur Charlie et je vais commencer en autofocus donc continu à appuyer sur mon déclencheur à mi-course. Et dès que j'appuie à mi-course sur mon déclencheur, peu importe où je me mets, il va à chaque fois voir l'œil. Si Charlie ferme les yeux, il voit toujours son œil. D'accord ? Si Charlie tourne sur elle-même, il va reprendre son œil. Si Charlie retourne dans l'autre sens,
il va toujours voir son œil. Vous avez vu, et la rapidité à laquelle c'est. Ça, c'est bien évidemment en photo comme en vidéo. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que je peux choisir mon œil. C'est-à-dire, je peux lui dire, je veux l'œil gauche ou l'œil droit. Donc à chaque fois, vous pouvez choisir l'œil gauche ou l'œil droit. Et même si Charlie se met avec son épaule gauche un peu plus en amorce vers moi, donc là j'ai mis l'œil droit, il voit toujours l'œil droit qui est derrière. Vous avez vu? Et là, je vais lui dire plutôt l'œil gauche. Est-ce que ça va pour vous? OK. Donc voilà vraiment quelque chose qui est assez bluffant chez Sony, c'est vraiment ça, et c'est en ça où on est là aussi aujourd'hui, c'est pour faire du portrait. Donc dans un portrait, ce qui est le plus important quand on travaille à pleine ouverture, je dis bien à pleine ouverture, c'est effectivement là où vous mettez le point, et sur un 50 mm 1.2, là vous n'avez pas droit à l'erreur, et là vous savez, vous pouvez faire votre cadre comme vous en avez envie. Moi, dans les paramétrages, et ce qui est intéressant dans les nouveaux aussi, ces boîtiers-là, c'est que tout est paramétrable. Tous les boutons qui sont là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, pour aller plus vite, donc la molette de devant, j'ai mis le diaph. La molette de derrière, j'ai mis la vitesse. Ça, c'est classique, c'est sur tous les boîtiers à peu près pareil. Mais la molette qui est derrière ici, juste là, j'ai mis les ISO. Donc en fait, en 3 molettes, je peux tourner et avoir des choses qui vont changer énormément. Et du coup, avoir la photo que j'ai envie très rapidement. Donc je suis bien évidemment en full manuel, d'accord ? Et je peux construire donc mes images comme ça. Donc par exemple, un petit portrait un peu surex de Charlie qui va me regarder. Et voilà. Et si je fais play, je sais que je suis totalement net sur l'œil. D'accord ? Et là, je suis au 50 mm 1.2 et je peux bouger, je peux revenir plus proche, je peux m'éloigner, vous avez vu. Même dans cet axe-là, qui est un axe qui est un petit peu compliqué, il n'y a aucun souci, il prendra l'œil à chaque fois. Vous avez vu. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a un bouton paramétrable pour passer directement en noir et blanc? Alors, on peut le faire? On peut effectivement le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, vous avez un bouton paramétrable pour accéder aux effets de couleur. Donc moi, j'ai mis, par exemple, le petit joystick ici, j'appuie sur le bas. Et quand j'appuie sur le bas, je tourne ma molette et j'ai accès à toutes mes couleurs, en fait. Donc moi, je me suis mis ce raccourci-là, qui est intéressant parce que du coup, il est assez rapide. Donc plutôt que d'aller dans le FN, aller chercher ici, du coup vous rajoutez en fait un petit effet. Donc là, ce qui est bien avec ces boîtiers-là, comme beaucoup de boîtiers de toutes les marques d'ailleurs, c'est que vous avez effectivement tous les boutons qui sont souvent paramétrables. Moi, je gagne du temps sur ça parce que je clique juste vers le bas, et en cliquant vers le bas, je tourne la molette pour aller là où je veux. Pareil, j'ai paramétré à droite ici, j'appuie à droite et j'ai tout de suite accès à mes fichiers de photos. Moi qui fais beaucoup de JPEG par exemple, comme ça, je peux mettre directement en JPEG. Souvent, je fais les photos de backstage en JPEG et les photos de plateau, des fois, je fais RAW plus JPEG au cas où ils aient besoin de choses un peu plus, s'ils veulent changer une colorimétrie, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça, bien évidemment, j'aurai la même chose après aussi en vidéo. Si je me mets en vidéo, hop, donc je suis en vidéo. Est-ce que le boîtier, je vais peut-être avoir fait bugger le truc? Non, c'est bon, je suis mis en vidéo. Et vous voyez, quand je suis en vidéo, donc bien évidemment, vous avez exactement la même chose avec le 7 Mark IV, puisque c'est le même processeur quasiment que vous avez à l'intérieur. Et donc, si je lance le rec à pleine ouverture, voilà, il ne va jamais perdre le point. Si tu fermes les yeux, Charlie, il va quand même rester sur le visage, parce qu'il voit le visage. Et si, Charlie, tu te tournes... Hop. Et il revient. Alors moi, je l'ai réglé, vous avez vu, très doucement. Donc il revient très doucement. Si par exemple, j'ai un plumeau qui vient devant le visage, hop, encore devant. Moi, je l'ai réglé très doucement. Vous avez vu, il n'a pas perdu le point. Hop. Il est resté derrière. Ah, c'est la lenteur qui fait qu'il conserve le point. Ouais, et ça, il faut faire attention dans vos réglages. C'est-à-dire que si vous le réglez effectivement sur très rapide, et souvent c'est comme ça qu'il est réglé d'usine, ben lui en fait il va chercher le focus très vite. Donc vous aurez ce fameux effet qu'on avait un peu de pompage que vous aviez avant. Donc ça dans vos paramètres, c'est dans le menu quand vous êtes en vidéo. Je vais mettre en vidéo, hop. Donc c'est dans menu, et vous allez dans vidéo, AF. Et quand vous êtes dans AF, ce sont les vitesses de transition. Vous voyez, je l'ai mis sur lente. Ça, c'est assez important. Il y a quoi comme autre vitesse? Après, vous pouvez aller jusqu'à 5, je crois, de mémoire, 7 même. Donc moi, je l'ai mis sur 1. D'accord. Donc pour avoir vraiment cet effet, vous avez vu, elle a passé ses éventails devant le visage. Il n'est pas parti chercher l'éventail, alors que si vous le mettez sur 7, il va chercher l'éventail. D'accord. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur la petite démo avant que vous ayez les boîtiers en main, peut-être? Après, là, ce qui serait intéressant, c'est effectivement, comme vous disiez aussi tout à l'heure, monsieur, on pourrait travailler à 3-2 pour aussi avoir un peu plus de détails sur le kimono de Charlie, sur toutes ces choses-là. Moi, c'est vrai que j'aurais une tendance à accentuer le regard de Charlie. Et après, alors moi, dans ma façon de travailler, je vais mettre derrière vous, monsieur. Hop, ne bougez pas. Moi, j'aurais tendance à dire... alors, ouais, c'est ça. Malheureusement, l'écran ne suit pas. Donc, je ne vais pas vous faire ce truc de vous mettre en mode comme ça. Mais par exemple, moi, ce que j'aime bien dans les shoots... Alors, moi, je vais revenir à 1-2 parce que j'aime bien être à 1-2. Hop. Et donc, est-ce qu'on peut s'enchaîner un petit truc avec les éventails, avec ce genre de choses-là? Et du coup, comme ça, moi, je vais shooter. Voilà, exactement. Et je vais me mettre... Alors, je vais tester un truc, ce qui est intéressant. Alors là, c'est beaucoup de dérush, mais du coup, pour essayer de figer le mouvement, je vais au moins me mettre 4 centièmes. On va monter à 2005. Je vais un peu moins contraster l'image. Voilà. Ben, quand tu veux, Charlie. Et on n'a pas cet effet de sautillement malgré qu'on soit à 500e. Non, exactement. Là, c'est vraiment avec l'Alpha One, c'est vraiment la puissance du double processeur qui fait que vous êtes assuré d'avoir effectivement une belle image. Parce qu'à 24, oui, 24, 96 images secondes, c'est dégueulasse. Ben, là, c'est une question de processeur essentiellement, et celui-ci, c'est lui qui gère le mieux effectivement cet effet que vous aviez aussi avant de banding ou même de... Alors là, on n'a pas de rolling shutter non plus sur ça, mais je suis désolé, je suis obligé de travailler à l'horizontale. J'aurais une envie de travailler à la verticale, mais pour ne pas vous donner la gerbe, on va éviter. Hop là. Eh bien, merci, Charlie. Donc, juste pour vous montrer, j'ai fait une rafale à 30 images secondes pour que vous voyez, effectivement, le point, il n'a jamais perdu le point, même à pleine ouverture. Donc, par exemple, sur celle-ci, ça me laisse un choix d'avoir celle-ci, par exemple, qui est très très bien. Et là, ça convient en pixels, c'est combien? Alors là, on est à 50 millions de pixels. 50 millions de pixels. Alors, c'est vrai que l'Alpha One, je pense que son énorme prouesse technologique, c'est d'avoir 50 millions de pixels et d'enchaîner des rafales sans avoir le buffer qui, à un moment donné, en peut plus. Donc, il peut les enchaîner. Et là, je me suis mis à 30 images secondes. Vous avez vu le choix que j'ai. Mais là, par exemple, il a perdu. Hop, là, il a perdu. Il est venu se mettre sur la plume. Hop. Mais il a repris très vite. Donc, vous voyez... C'est un de ses avantages, c'est d'avoir du choix. Alors bon, là, le dérush, je ne vous explique pas le dérush, mais voilà. Après, moi, ce que je fais, par exemple, quand il y a une photo qui est bien, je les étoile. Donc là, par exemple, celle-ci, vous avez vu, j'ai mis une petite étoile qui apparaît là-haut. Donc moi, par exemple, mon editing, je le fais sur le set, sur le plateau. Moi, j'ai paramétré. Alors, encore une fois, c'est paramétrable. Donc, en fait, c'est le petit bouton C3 ici qui est là-haut. Je l'ai paramétré. Et donc, du coup, vous voyez, je peux mettre plusieurs étoiles. Donc moi, par exemple, dans mon métier, une étoile, c'est une photo de plateau que je garde. 2 étoiles, c'est un deuxième choix. 3 étoiles, c'est les photos de plateau. 4 étoiles, c'est les figurants, parce que je prends des fois aussi les figurants. Et 5 étoiles, c'est les plates, pour au cas où on en ait besoin. On peut imaginer qu'une étoile, c'est le lion. 2 étoiles, c'est la girafe. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire votre editing, ce qui fait que quand vous emmenez vos photos sur votre ordi après, votre editing, il est déjà fait. Ça, pour moi, c'est vous gagnez du temps. Et moi, même l'editing, ce que je fais, c'est que je le fais même dans le viseur. C'est-à-dire que sur les plateaux de cinéma, souvent on me charrie parce que je suis accroupi. Comme ça, je fais défiler mes photos et j'étoile au fur et à mesure. Donc je suis l'œil immergé dans le viseur. Pourquoi? Parce que le viseur, c'est là où vous voyez le mieux vos images en gros. C'est-à-dire que voir une image sur un écran derrière, vous êtes perturbé par des lumières extérieures, etc. Et d'ailleurs, même pour beaucoup de cadreurs, que je vois cadrer avec juste ça, c'est bien, mais moi j'ai fait Belle et Sébastien à 3000 mètres d'altitude, avec la neige en réverbération, j'étais obligé d'être au viseur, même en vidéo en fait. Donc quand même le viseur électronique, il nous amène ça. Ce fameux viseur électronique a été très décrié au début, il nous emmène une façon de travailler qui est quand même hyper intéressante, en tout cas. Ou un cache, voilà, mais en tout cas, en plus maintenant avec les dernières générations, alors sur le 7 Mark IV, on est sur 3,6, voilà, de dotation. Après, on augmente un petit peu, le 7S 3, on est sur du 10. Non, plus de 5 millions. Plus de 5 millions. 5, voilà, et c'est l'Alpha One qui est en 10. L'Alpha One est à 9 et quelques. Et c'est vrai que quand vous mettez l'œil dans l'Alpha One, et qu'après vous revenez un peu en dessous, bon, vous voyez la différence. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'évolution technologique. Pendant longtemps, c'était Leica, avec le SL1 et SL2, qui avaient les meilleurs viseurs.
Ils sont un peu en dessous maintenant, mais je trouve que ça, c'est une des technologies qui a le plus évolué ces dernières années, c'est ça. Et c'est aussi pour les derniers réfracteurs au viseur électronique qui disaient oui, je comprends, quand on a toujours shooté avec un prisme incroyable, avec un réflexe, ça peut perturber au début. Je trouve que maintenant, les viseurs sont vraiment assez incroyables. Il n'y a plus de blackout dans les viseurs, il n'y a plus toutes ces choses-là aussi, quoi. Et en vidéo, on peut avoir la même expérience? Oui, bien sûr. Allez, on recommence en vidéo. Pardon. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Pour tester, de toute façon, l'idée, c'est ça, c'est de tester. Hop. Il va peut-être y avoir une petite lenteur. On est en HF. Hop. Est-ce que tu es prête? Je le suis. Eh bien, nous lançons action. Au 500e, là, vous tournez quand même? Bon, là, je vais le laisser au 500e, je l'ai laissé comme ça, je pourrais me remettre effectivement au 200e, mais... ou au 100e même, ça serait même plus logique. Mais hop, vous avez vu, le truc est passé devant. Il faut s'habituer à ne plus voir le petit carré sur les yeux. C'est ça. À un moment, Il est présent, là. pas toujours. Pas toujours, là il a le visage, Là, il n'y est pas. Là. là il n'y est pas, là il a perdu le point, vous avez vu, hop, là il revient. Là on a vu un tout petit peu à un moment le carré. Et là, on est en vitesse lente. Hein, Alors tiens, on va le faire en SNQ, tiens, en vitesse encore plus lente, tiens. Est-ce qu'on peut le refaire? Du coup je vais le faire... Non, là je me suis mis en lent, je suis en lent justement. Ouais, en AF lent, ouais. Hop. où est-ce qu'on pareil, au même endroit que le Hop. focus Ouais, exactement pareil. D'accord. SCQ, c'est vraiment vitesse près. Ouais. Et est-ce que tu es prête? Attends, je vais même le faire travailler à pleine ouverture, comme ça sera vraiment criant comme exemple. Hop. Allez, on va peut-être se mettre comme ça. Est-ce que tu es prête? Eh bien, c'est parti. Vous voyez, quand il le perd, il y va très doucement. Même s'il a perdu, il va aller la chercher très doucement. Et c'est ça où c'est intéressant et c'est exploitable. C'est comme si un pointeur avait un peu perdu son point, et il va revenir tout doucement vers l'actrice. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Si on augmente la vitesse, pardon, juste pour voir comment ça... Là, déjà, je regarde ce exploitable. qu'on a fait en SNQ. Alors, vous avez vu, j'étais au 200e. Déjà, vous avez vu au niveau de la vitesse, vous voyez un peu l'effet qu'il y a au niveau de la lumière. Ça, c'est les néons un peu sur le dessus qui nous donnent cet effet-là. Donc plus je vais augmenter, plus je vais accentuer cet effet-là en fait. Qui des fois peut être recherché. Donc là vous avez vu, c'est intéressant, il a perdu le point. Et là je pense qu'il a revu le visage déjà, donc il va y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement pour revenir. J'aurais pu le régler plus vite, hein, mais moi je préfère ça en fait. Je préfère qu'il y aille doucement, voilà. Et là il y est doucement. En manuel, c'est dur. Ah, en manuel. Après, en manuel, bah, maintenant vous pouvez travailler avec les focus picking. Les focus picking c'est quand même un peu plus simple. Oui, oui. Mais en tout cas, moi je trouve que là, vous avez quelque chose qui est assez intéressant et au niveau exploitation. À pleine ouverture en vidéo, on ne suit pas. Bah, voilà, c'est ça, à pleine ouverture, c'est là où c'est très compliqué. Donc c'est là où en pleine ouverture, vous voyez, là, je l'ai vraiment fait travailler à 1-2, et c'est là où on voit qu'à pleine ouverture, on peut faire confiance au boîtier en fait. Ouais. Et c'est en ça où du coup on peut faire la vidéo à pleine ouverture. Là où avant on disait, là je vais pas prendre le risque. Sur en plus quelque chose de très approprié, voilà, sur ce genre de choses-là, ça peut être intéressant d'avoir effectivement le 1-2, vous avez vu, les plumeaux vont être vraiment flous. En amorce, vous avez vu, sa main est bien floue, on se concentre vraiment sur ses mouvements, sur sa grâce, sur tout ça, quoi. Juste un test, pardon. Oui, bien sûr. Donc à vitesse plus rapide, voir si... Et donc, si je me mets à vitesse plus rapide, Genre donc là, 5. ah ben là sur le SNQ, il ne va pas vouloir, donc je vais me remettre en manuel, hop, et je vais le faire moi-même, je vais le régler moi-même. Allez, je vais mettre au millième. Hop. Eh bien, c'est parti.
Merci Charlie. On va regarder ce que ça fait, mais là, vu qu'il n'est pas en SIQ, donc il ne va pas me le faire au ralenti. Vous voyez, vu que je ne suis pas en mode ralenti, en mode normal, ça gère, même au millième. C'est juste que les mouvements sont un peu à la matrice, quoi. Vous n'avez pas l'effet de flou qu'on a quand on travaille au centième avec les mouvements qui sont un peu... C'est très net. C'est très net, quoi. Si tu faisais une pause, on verrait simplement. Moi, ça m'est arrivé de tourner comme ça. Hein, Mais ça passe mieux en vidéo comme ça. Et oui, bien sûr. Mais bon, on était en SIQ. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que ce soit vous qui travaillez un petit peu, parce que l'idée c'est que vous ayez les boîtiers en main. J'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être un peu trop parlé. J'ai tendance à trop parler. De toute façon, après, il y aura des questions, donc si même après, moi je vais rester, si vous voulez après me poser des questions, je suis là, on peut débattre, on peut... Enfin voilà, on est vraiment... c'est très ouvert. L'idée c'est que vous ayez les boîtiers en main. Si vous avez vos boîtiers, vous voulez tester des optiques, si vous voulez tester ce fameux 7 Mark IV qui est là, qui est assez intéressant. Donc merci à vous en tout cas pour d'être venu à ce workshop. Merci Charlie d'avoir fait cette magnifique danse. Donc Charlie, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Charlie... Broutille. Voilà, Broutille. Moi, c'est Christophe Brachet sur Instagram. On a besoin de likes, c'est important, les réseaux sociaux. Et Charlie, vous pourrez la voir, j'imagine, quand? Très prochainement? Le 10 novembre. Voilà. Ben, voilà, le 10 novembre. Et moi, ben, vous pouvez me voir. C'est ER ou T? C'est E-T, B-R-A-C-H-E-T. Et Broutille, comme ça se prononce. C'est exactement ça. Voilà, exactement. Merci en tout cas pour votre attention. Bonne journée à vous. J'espère que cette masterclass vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur la façon dont je travaille, sur mon métier de photographe plateau, comment j'utilise l'Alpha One, le 7 Mark IV ou les différentes optiques dont j'ai parlé. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici en bas ou sur mon site internet christophe-brachet.fr. Bien évidemment, vous pouvez tester le matériel et avoir des conseils au magasin Cirque Photo Vidéo à Paris. Bonne journée, au revoir.